Il est pratiquement 20h. Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour votre émission du samedi soir. Il faut en parler, 20h, 21h en direct avec Mathieu Bock-Côté, bien sûr. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci d'être avec nous en face de vous pendant une heure. Il y a Arnaud de Vatrigan, bonsoir. Cofondateur de l'Incorrect. Vous pouvez déjà réagir sur les réseaux sociaux avec un hashtag IFEP pour Il faut en parler. Dans quelques minutes, notre invité, votre invité, Mathieu, sera Marion Maréchal, directrice de l'ICEP à Lyon. On parlera avec elle, bien sûr, de toute l'actualité. Votre entretien, c'est dans les toutes prochaines minutes à suivre, bien sûr, sur CNews. Mais d'abord, revenons ce soir sur les déclarations polémiques de Gaëtan Maty sur ses réseaux sociaux. Cet humoriste, vous le savez sûrement, a provoqué une vague d'indignation en plaisantant sur une machine à voyager dans le temps qui lui permettrait de s'assurer de la présence de Éric Zemmour et de ses partisans au Bataclan le soir de l'attaque terroriste du 13 novembre 2015. J'avais pensé au Stade de France, mais l'attentat a échoué, ajoute-t-il. Mathieu Bock-Côté, que vous inspire ce commentaire qui apparemment relèverait donc, si on comprend cet humoriste, de l'humour? Ah oui, l'humour permet tout aujourd'hui. C'est grâce à l'humour que les humoristes de France Inter, par exemple, peuvent accuser, dire d'Alain Finkielkraut qu'il est victime de sénilité précoce, de dégénérescence. C'est sous le signe de l'humour. C'est sous le signe de l'humour qu'à France Inter aussi, on a pu mimer une scène d'agression sexuelle sur Charlotte Dornelas. Ah, c'était de l'humour, encore une fois. Et c'est sous le signe de l'humour qu'aujourd'hui, on décide de masquer un appel au massacre, un appel au meurtre, un appel au terrorisme. C'est un discours clairement haineux. On en appelle à l'élimination physique d'adversaires, traités comme des ennemis. On dit qu'on doit en finir avec eux. C'est un appel haineux. Et je me dis surtout que si cette blagounette avait concerné n'importe quelle autre figure de la vie politique, avait concerné, je ne sais pas, un imam, avait concerné un ministre d'Emmanuel Macron, avait concerné Emmanuel Macron, l'ensemble du pays se serait mobilisé, on aurait marché au nom de la République, on aurait probablement sorti les chandelles de manière préventive, on aurait dit que c'est scandaleux. Mais puisque la personne à qui on réserve ce sort et ses partisans, le sort qu'on leur réserve, c'est finalement dans le camp des méchants, eh bien très peu de gens s'indignent sérieusement. Mais Mathieu, il s'est excusé quand même, cet humoriste. Il dit ceci: il semblerait que j'ai écrit une blague qui m'a légèrement dépassé. Non, mais il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. C'est-à-dire, c'est un appel au meurtre. Évidemment, on comprend que de son point de vue, c'est une blagounette. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que dans son univers mental, on peut en appeler au carnage et que ça relève de l'univers de la blague. On comprend qu'à travers ça, et moi, ce que je vois à travers ça, c'est très clair, c'est un aveu, c'est une confession. Pas dans les excuses, dans la blague. Au fond de lui-même, et je dirais au fond d'eux-mêmes pour cette mouvance-là, ils n'acceptent pas les règles élémentaires du pluralisme politique. Ils n'acceptent pas l'existence du désaccord dans la cité. Ils n'acceptent pas d'avoir à débattre avec quelqu'un. Alors, la forme minimale de ce refus du débat, c'est traiter quelqu'un d'extrême droite sans arrêt, raciste, extrême droite, raciste, extrême droite. Ensuite, on va le faire taire. C'est se demander régulièrement sur les ondes pourquoi donne-t-on la parole à ces gens. On ne devrait pas les accepter à la télévision, à la radio. Leur propos est absolument inacceptable. Et là, il y a comme une espèce de cap qui a été franchi symboliquement, l'appel au massacre. Évidemment, on comprend qu'il ne veut pas utiliser un pistolet. Mais ce qu'il nous dit finalement, c'est qu'on est dans l'appel au massacre, on est dans cette idée que ces gens-là ne devraient pas exister et on peut faire une blague sur leur disparition. Comment interpréter cette déclaration de manière un peu plus globale et générale? On est quoi? On est face à de la haine pure, tout simplement? C'est ça qu'il faut comprendre ce soir? Je crois que c'est de la haine pure et ça annonce aussi, et ça il faut voir les choses très lucidement, le retour de la violence politique. Le retour de la violence politique dans les sociétés occidentales est inévitable. Et je le dis avec une grande tristesse. Qu'on traverse l'Atlantique un instant. Quand on voit dans les campus américains, il y a des événements qui sont organisés, des conférences, et là, la mouvance Antifa ou l'extrême gauche décide de faire des menaces, nous allons perturber l'événement, nous allons l'empêcher de se tenir, c'est inacceptable ce qui se passe là. Réaction très souvent des universités, de l'administration, nous devons annuler l'événement, nous ne pouvons pas assurer la sécurité du conférencier. Autrement dit, la menace de la violence physique fonctionne, elle permet de censurer les événements. Et quand on lit les antifas, Mark Bray, par exemple, qui a écrit une histoire de l'antifascisme, il expliquait que la violence physique était légitime pour combattre les idées qu'il n'appréciait pas, qu'il ne fallait pas hésiter, si les circonstances l'exigeaient, à passer à l'agression physique.
C'est théorisé. Donc, inévitablement, on y bascule peu à peu. Qu'on regarde ce qui s'est passé en Corse aujourd'hui, sur un autre registre, des gens considèrent que c'est à ce point inacceptable d'entendre quelqu'un qui ne pense pas comme eux, Éric Zemmour dans les circonstances, qu'on se donne le droit d'agresser d'une manière ou de l'autre, d'insulter, de se comporter de manière presque violente envers les partisans de l'autre camp. Et ensuite, dans les médias, on dit échauffouré. Non, il y a des gens qui attaquent et d'autres qui se défendent. Donc, je pense que la tentation fanatique, quand le fanatisme est de retour dans nos sociétés, il s'invite. Il ne prend pas que le visage de l'islamisme, il faut le dire. Il prend le visage aussi de ces gens qui sont à ce point convaincus d'être dans la vertu, ils ont comme la révélation d'une vertu supérieure qu'ils se permettent d'en appeler au massacre sous le signe de la blague. On comprend pourtant qu'un cap symbolique a été franchi, il faut le nommer, et quant à ses excuses, on peut lui dire qu'il peut en faire ce qu'on veut. Ça veut concrètement dire que la violence politique qu'on a pu connaître déjà est bel et bien de retour. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Moi, je crois que nous quittons peu à peu la parenthèse de la culture démocratique libérale. Et ça, je le dis encore une fois avec tristesse, nous avions espéré que la violence politique serait refoulée dans les marges, qu'elle serait désormais contenue dans les marges, ce ne serait plus qu'une tentation mineure, une espèce d'une violence anecdotique qui n'existerait plus. Or, il se pourrait que les conditions de la délibération publique, les conditions du désaccord civilisé se soient effondrées ou soient en train de s'effondrer. Et de ce point de vue, la mécanique du totalitarisme, la mécanique de l'annihilation de l'adversaire, programmer la disparition de l'adversaire, il se pourrait que cela revienne, que le fanatisme reprenne ses droits. Cet humoriste n'est pas d'abord un humoriste, c'est un fanatique. Il peut oui, je ne doute pas que c'était une blague, mais il a légitimé de manière parfaitement odieuse par ailleurs, à travers le souvenir du Bataclan, l'appel à la disparition du camp d'en face. Arthur de Vatrigan, votre sentiment à vous ce soir? C'est la preuve qu'une nouvelle ère bien plus radicale s'ouvre, comme le disait Mathieu. En fait, on est sorti d'une époque post-mur de Berlin, qui était une époque de gouvernance, où la politique se résumait à de la gestion et on faisait globalement consensus. Parce que les débats, c'était entre centre-droit et centre-gauche, c'était pas très violent. Aujourd'hui, il y a des vrais clivages qui se reforment, et c'est pour ça qu'en effet, Mathieu disait que ça va plus loin que l'islamisme. Oui, ça va plus loin que l'islamisme. Il y a des vrais clivages qui se reforment, le consensus n'existe plus, et il y a la violence qui arrive, qui est dans les mots et dans les actes. Mais pourquoi ces clivages se reforment? C'est parce que le réel pose des questions qui sont beaucoup plus importantes que les questions qu'on se posait il y a 20 ans. Ce sont des questions qui sont civilisationnelles. Et donc, à partir du moment où vous avez ces questions-là, il y a un fossé qui est encore plus béant. On a un clivage qui est encore plus fort, qu'on peut même se poser la question de est-ce que ces deux camps-là qui cohabitent vont pouvoir cohabiter longtemps ensemble. Et on parle souvent de guerre civile. On accuse Éric Zemmour de susciter ou de vouloir la guerre civile. Mais en fait, je pense qu'il observe juste un phénomène qui existe aujourd'hui, c'est qu'il y a des camps qui s'opposent tellement farouchement, avec des antagonismes tellement forts qu'on ne sait pas s'ils vont pouvoir se cohabiter au même endroit. Et évidemment, on voit, Mathieu rappelait, une partie de la gauche qui revendique l'utilisation de la violence pour arriver à des fins politiques, les fanatiques woke. On a vu un peu une partie de Black Lives Matter aussi. On a vu évidemment les antifas. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la violence des mots qui étaient circonscrits aux réseaux sociaux arrive dans le réel, et c'est Samuel Paty. Mathieu Bocoté. En fait, moi, je suis persuadé d'une chose. Le jour où Éric Zemmour sera agressé physiquement, et c'est une possibilité, on s'entend, il y a des policiers qui le protègent, on va en trouver plusieurs pour dire « il l'aura bien cherché ». On va le voir, c'est inévitable. Quand on décide d'hitlériser l'adversaire, de le nazifier, de le fasciser, j'ai entendu Olivier Faure aujourd'hui expliquer que Éric Zemmour, c'est le fascisme. Si c'est vraiment le fascisme, il faut entrer en résistance. Et donc on devine que Olivier Faure en appelle à prendre les armes, probablement, si Zemmour remporte la présidentielle. Alors, il faut être sérieux. Quand on utilise ce vocabulaire-là, quand on animalise l'adversaire, eh bien, c'est la conséquence que des gens prennent ça au sérieux. Et j'aurais envie de poser la question que d'autres posent. Qui est véritablement haineux dans ce pays? Ceux qui s'inquiètent de l'immigration massive, qui s'inquiètent pour l'avenir de l'identité de la France, qui cherchent à prendre des mesures politiques dans le cadre de la politique de la démocratie libérale, ou ceux qui s'autorisent désormais de tels fantasmes? Qui est haineux dans les circonstances? Il va falloir parler de la gauche haineuse. Assez rapidement, Mathieu Bocoté, tout ce qu'on vit actuellement, tout ce qu'on décrit ce soir, est-ce que c'est véritablement surprenant? Ou malheureusement, il fallait s'y attendre? Non, je pense que c'est inévitable. Comme je dis, lorsqu'on diabolise à outrance, lorsqu'on se permet véritablement de transformer en monstres ses adversaires, lorsqu'on n'accepte plus la possibilité du débat, lorsqu'on s'autorise toutes les violences verbales, inévitablement, quelqu'un se permet de faire un pas de plus, et ce pas de plus, il a été fait aujourd'hui. Voilà donc pour le thème sur Éric Zemmour et sur cet humoriste qu'on voulait mettre en avant ce soir. L'autre thème, avant de recevoir Marion Maréchal sur ce plateau en direct dans quelques instants, c'est le tribunal constitutionnel de Pologne qui s'est prononcé jeudi contre la suprématie absolue du droit communautaire européen. Cette décision, vous le savez, historique, pourrait menacer bel et bien le financement de la Pologne par l'UE, voire l'appartenance du pays au fameux groupe des 27. L'événement, Mathieu, est-il aussi important qu'on veut bien le dire? Encore plus.
encore plus, c'est un conflit de légitimité qui vient de s'ouvrir ici. À partir d'une conception de l'Europe, est-ce que l'Europe repose d'abord sur les États-nations qui s'y associent librement sans aliéner le fond de leur souveraineté, ou est-ce qu'une forme politique nouvelle s'installe à travers l'Union européenne? Une forme nouvelle, mais très ancienne. Et c'est ce qui se passe. C'est la figure de l'Empire. C'est la figure de l'Empire qui se déploie aujourd'hui, un empire très autoritaire par ailleurs. Lorsqu'on dit on doit couper les fonds des Polonais, qu'est-ce qu'on nous dit à travers ça? On nous dit qu'il faut mater la province rebelle. Il faut mater la province rebelle de l'Empire qui n'accepte pas la souveraineté impériale de Bruxelles. Et je crois qu'on a un conflit de légitimité et c'est la vertu au-delà des formules sur le Polexit que je pense, après le Brexit polonais. Au-delà de cette formule qui me semble un peu rapide, c'est qu'on va se poser désormais à l'intérieur de l'Union européenne la question de la part de la souveraineté nationale, de la part de la souveraineté populaire. Est-ce qu'il s'agit d'une souveraineté résiduelle qui n'est plus en droit d'opérer, qui doit fonctionner dans le périmètre étroit de la gestion définie et délimitée par les européistes, ou est-ce qu'on doit prendre prétexte de cela pour redonner une vitalité à la souveraineté nationale? Est-ce que c'est surprenant que ça nous vienne de l'Europe de l'Est? Ah, surtout pas. Et c'est ça qui est passionnant à travers ça. C'est une expérience du 20e siècle qui n'est pas du tout la même. Le 20e siècle, les Européens de l'Est ont appris au 20e siècle, en fait, bien avant, ils l'avaient fait, à se méfier des empires. Ils se souviennent de Moscou. Ils se souviennent de la doctrine de la souveraineté limitée théorisée par Brejnev, qui consistait à dire que les États, les pays d'Europe de l'Est avaient une autonomie, une souveraineté limitée dans les paramètres donc, du bloc de l'Est et dans la soumission aux principes du communisme. Eh bien, ce que les Européens de l'Est voient aujourd'hui, lorsqu'ils se tournent vers l'Ouest désormais, ils voient une tentation impériale. Ce n'est pas la même, évidemment. Il n'y a pas le goulag, il n'y a rien de tout ça. Mais eux-mêmes qui sont très jaloux de leur souveraineté. Leur histoire est une histoire pour conserver leur souveraineté, leur indépendance, pour reconquérir leur indépendance après l'avoir perdue, leur identité. Ils ont une conception beaucoup plus enracinée de l'identité nationale. Quoi qu'on pense des gouvernements en place en ce moment, il y a un autre rapport à l'Europe qui se joue, un autre rapport à la souveraineté, un autre rapport aux libertés. Et c'est ce qui se voit. Donc, de ce point de vue, l'Europe de l'Est porte une autre expérience de l'histoire que le 20e siècle de l'Europe de l'Ouest, et ça se traduit politiquement dans le rapport à Bruxelles. Arthur, dans quelques instants, mais c'est ce que Milan Kundera appelle le combat des petites nations. Ah, les petites nations, c'est un combat magnifique. Ouais. C'est-à-dire, vous savez, le propre des grandes nations comme la France, la Grande-Bretagne, c'est qu'ils se croient appelés à commander la marche du monde. D'ailleurs, c'est arrivé un moment dans leur histoire. Bon. Les petites nations, c'est tout autre chose. Elles ne sont intéressantes que pour elles-mêmes. Les petites nations se battent pour défendre leur identité, qui est toujours considérée, vue de loin, comme un résidu ethnique, folklorique, sans intérêt. Mais quand on voit le monde du point de vue des Polonais, quand on voit le monde du point de vue des Estoniens, des Lettons, des Hongrois ou des Québécois, quand on voit le monde à partir de la position d'une petite nation, on n'accepte pas d'être traité comme un résidu provincial archaïque à l'échelle de l'histoire. On croit que son point de vue est légitime. Mais du point de vue de l'Empire européiste, on considère que la résistance des petites nations, c'est comme des petites provinces rebelles insignifiantes qu'il faudrait mater. Il y a peut-être plus de courage et de liberté politique dans ces petites nations que chez ceux qui prétendent défendre la démocratie en voulant mater les rebelles. Arthur de Vatrigan. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que Bruxelles, c'est le pays, c'est le royaume des lobbies. Il n'y a pas d'intérêt général, mais une somme d'intérêt particulier. Et un pays, en fait, est un lobby parce qu'il ne représente pas l'intérêt général, il représente son intérêt. Mais le problème, c'est justement, c'est lorsque vous avez des intérêts privés, vous avez des intérêts industriels ou même des intérêts de groupes de pression qui s'allient, le pays n'existe plus. On peut prendre des exemples, il y en a tout le temps des exemples. On peut prendre par exemple toutes les directives sociétales qui s'introduisent dans nos droits, la PMA, la GPA, les questions de transgenre. On voit comment ça s'infiltre dans le droit français. Tout simplement, c'est parce que vous avez à Bruxelles un nombre d'employés, de personnes qui sont payées ou de personnes qui peuvent être manipulées par des lobbies, en l'occurrence les lobbies LGBT, qui sont bien plus importantes en nombre que les représentants des Français, des Polonais ou des Hongrois. Et donc lorsque vous avez dans chaque réunion à chaque fois une personne d'un lobby qui est représentée, eh ben, il est là pour pousser son idée, il est là pour pousser son idéologie. Je ne connais pas, il faudrait qu'on prenne précisément tous les chiffres, mais pour peut-être 1000 personnes d'un lobby, vous avez 30 représentants d'une nation. Donc forcément, l'idéologie gagne derrière. Et Mathieu le rappelait, lorsque un pays s'y oppose, comme par exemple la Pologne, on brandit tout de suite l'argument financier de on va vous priver des 24 milliards de subventions qu'on vous doit. Et donc en fait, l'Europe, c'est juste une machine à racheter de la souveraineté. J'ai une question importante.
Qui sont les véritables Européens, Mathieu? Ah, je crois que c'est la question la plus fondamentale. Ah oui, parce que l'Union européenne se construit dans le déni de la civilisation européenne. Ouais. On oublie, soit dit en passant, que l'Europe, la civilisation européenne a inventé une forme politique qui permettait de conjuguer l'universel et le particulier, l'identité et la liberté. Ça s'appelle l'État-nation. Ça ne veut pas dire que les États-nations ne peuvent pas ou ne doivent pas coopérer. Nous sommes tous gaullistes d'une manière ou de l'autre. Nous croyons à la coopération naturelle dans un cadre politique de la civilisation européenne. La forme impériale est d'une autre nature. À la rigueur, il y a une histoire de la tentation impériale en Europe. Mais aujourd'hui, c'est un paradoxe. L'Empire européen sert en fait à déconstruire les cultures et les nations d'Europe, à nier la souveraineté des peuples européens. Et on peut revenir d'une certaine manière à une formule de Louis Pauwels au moment du référendum de Maastricht qui disait « Il y a les européistes et les Européens ». Les européistes, en fait, nous proposent un projet qui usurpe la belle référence à l'Europe, la magnifique référence à l'Europe, pour proposer toute autre chose qu'on appellerait aujourd'hui une société, le régime diversitaire, le multiculturalisme à outrance, la sacralisation d'une certaine conception des droits qui vient abolir la souveraineté populaire, la souveraineté nationale, une conception de la libre circulation des populations qui vient abolir le droit des peuples à maîtriser leur immigration. Et de l'autre côté, il y a les Européens qui sont fidèles à une certaine idée de l'Europe, une certaine idée de cette civilisation. Il est possible qu'aujourd'hui, les petites nations d'Europe de l'Est soient davantage fidèles à cette conception de la civilisation européenne que les ardents européistes de Bruxelles et ceux qui les servent. Pour conclure, Arthur de Vatrigan. Rapidement, pour conclure, vous posez qui est européiste aujourd'hui. Si on se met à la place d'un européiste, on peut dire on peut peut-être renier un peu de notre souveraineté en échange de gains économiques, sauf qu'il y a deux exemples récents qui prouvent que même là-dessus on perd. C'est rappelez-vous le contrat du siècle signé par l'Australie des sous-marins. Le contrat a été rompu et l'Allemagne, qui est notre partenaire principal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont à peine soutenu du bout de lèvres et le lendemain, ils signent un contrat avec l'Australie. Et l'autre chose, c'est la fusée Ariane 6, donc qui a un partage industriel de capacité spatiale. On sait qu'on n'a plus d'industrie en France, sinon l'industrie aérospatiale, parce qu'on fabrique le moteur. Et qui est la seule différence entre Ariane 5 et Ariane 6, c'est le moteur concret, un savoir-faire français. Et là, on a appris récemment que ce moteur-là, qui va s'appeler Vinci, qui est fabriqué dans l'heure, a été transféré en Allemagne. Donc même là-dessus, on perd. Pour conclure sur ce thème, Mathieu, ce soir? Je pense qu'en dernière instance, il nous faut retrouver le point de vue des petites nations pour penser l'Europe. Il est possible que la France puisse elle-même apprendre à se penser comme petite nation, surtout dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Il faut en parler jusqu'à 21h en direct avec vous. Dans quelques instants, vous recevez sur ce plateau Marion Maréchal, directrice de l'ICEP à Lyon. Nous avons beaucoup de questions à lui poser. Marion Maréchal sera avec nous dans quelques instants. On marque une courte pause et on revient. Vous restez avec nous. On est ensemble et en direct jusqu'à 21h. Nous sommes samedi soir, il faut en parler jusqu'à 21h en direct. Merci de nous rejoindre à l'instant sur CNews. Votre invité ce soir, Mathieu Bock-Côté, nous recevons Marion Maréchal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'ICEP à Lyon. Pourquoi avoir fait le choix d'inviter ce soir Marion Maréchal? Parce qu'on assiste en ce moment à une espèce de phénomène politique, d'explosion de la vie politique en France avec le phénomène Zemmour, qui fait éclater les partis, à tout le moins qui laisse croire qu'il peut changer complètement la donne. Et je crois que vous êtes probablement une des meilleures pour interpréter ou nous aider à comprendre ce phénomène. Alors je vous lance tout simplement cette question. De quelle droite Éric Zemmour est-il le porte-parole ou le nom en ce moment? Est-ce que c'est vraiment la droite qui revient? Et si c'est vraiment la droite qui revient, de quelle droite s'agit-il? Alors lui se dit de la droite gaulliste, ce qui RPR. pour moi est une référence un peu éculée, parce qu'en fait il y a 66 millions de gaullistes dans ce pays, donc malheureusement c'est devenu relativement flou. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans cette filiation, et qui pourrait me sembler assez juste, c'est que je crois que De Gaulle était une synthèse. Vous savez, il y a la classification habituelle des trois droites de René Raymond, donc les légitimistes, les bonapartistes, les orléanistes. Alors si on devait adapter, je pense, ces trois courants, on pourrait dire que les légitimistes aujourd'hui sont les conservateurs, que les bonapartistes sont les populistes au bon sens du terme, et que les orléanistes sont les libéraux. Et je crois que la force qu'avait à l'époque De Gaulle, c'est qu'il a su plaire aux trois. C'est-à-dire qu'il a plu aux légitimistes parce qu'il était attaché à la famille traditionnelle, aux valeurs catholiques, à la subsidiarité, aux provinces, ce qui est moins le cas, on va dire, d'Éric Zemmour, mais il a su plaire aux bonapartistes parce qu'il incarnait l'autorité, la verticalité, parce qu'il était attaché à l'État fort et à l'État stratège, parce qu'il était attaché à la démocratie directe, un peu comme la démocratie plébiscitaire de Napoléon, parce qu'il y avait l'amour de la grande France.
Et puis il plaisait aussi aux orléanistes parce qu'il y avait cette ardeur réformatrice, il y avait cette vision industrielle, il y avait le sérieux budgétaire, il y avait l'attachement quand même aux libertés fondamentales et individuelles, et puis la liberté de la presse, la liberté de manifester, la liberté éducative, la laïcité. Et pour toutes ces raisons, c'est vrai que De Gaulle, je pense, n'était pas enfermé, contrairement à ce qu'on pense, dans un de ses courants. Et j'ai le sentiment qu'Éric Zemmour, même si lui, je pense, aimerait bien qu'on dise qu'il est la droite bonapartiste, en réalité tente un petit peu cette synthèse, et c'est peut-être en cela que la filiation, si je puis dire, est juste avec De Gaulle. Alors, il y a eu depuis plusieurs années en France une volonté de penser le clivage politique autrement qu'à travers la matrice gauche-droite. On a eu souverainiste mondialiste, identitaire, multiculturaliste ou diversitaire. Toute une série de clivages se sont additionnés. Et finalement, est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui, à travers sa candidature, un retour finalement dans sa forme la plus offensive du clivage gauche-droite, avec une droite peut-être moins pénitente qu'autrefois? Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, il y a un peu de vrai dans tous ces clivages. Et il y a du vrai aussi quand on dit que la droite et la gauche est un clivage qui a pu ou semble dépasser, tout simplement parce que le parti qui a incarné la droite et le parti qui a incarné la gauche, à savoir d'un côté l'ex-UMP et le PS, finalement, bon an, mal an, menaient peu ou prou les mêmes grandes politiques. Donc il y avait une grande confusion. Mais c'est vrai que, vous savez, il y a deux niveaux en politique. Il y a le monde des idées, qui est un monde large, passionnant, où on peut établir en effet tous ces nouveaux clivages, ces fractures entre mondialistes, populistes, voilà. Et puis il y a le monde politique qui est opérationnel. Et il se trouve que tous les clivages que l'on décrit là, c'est-à-dire mondialistes contre patriotes, populistes, sont des choses dont les Français ne se sont pas emparés. Personne, par exemple, ne se définit localiste en France, comme personne va dire « je suis un mondialiste ». Donc en fait, les seuls clivages, la seule définition qui reste à peu près claire dans l'esprit des gens, parce que globalement, la droite, c'est quoi? Ça renvoie à la nation, l'autorité, la tradition, la culture, la défense de la culture historique du pays. Pour toutes ces raisons, c'est vrai que je comprends qu'Éric Zemmour, en tout cas, se réempare de ce terme, parce que manifestement, c'est celui qui, encore aujourd'hui, est le plus clair. Et c'est vrai qu'il s'en empare avec une absence totale de complexe. Ce qui est assez intéressant, parce que c'est vrai que pendant des années, la droite s'est laissée imposer le cadre moral de la gauche, et elle n'a même pas souhaité mener cette bataille en réalité idéologique et culturelle. Pour moi, la droite a été coupable tout simplement parce qu'à partir des années 60, elle s'est contentée d'être une droite des affaires, elle avait l'argent et les patrons, et puis finalement la gauche avait la culture et avait l'éducation nationale, et tout ça marchait bien. Et puis, elle s'est rendue compte, je pense d'ailleurs notamment au moment de la Manif pour tous, qui, je pense, a été un détonateur, une forme de prise de conscience d'une partie de la droite, que c'était trop loin et qu'il fallait donc maintenant mener cette bataille et ne plus se laisser imposer la lecture morale de la gauche sur tous les plans, y compris sur le plan historique. On reproche beaucoup à Éric Zemmour de parler d'histoire, alors que l'histoire n'est pas censée être la politique. Mais d'une certaine manière, il n'a pas totalement tort, parce que pourquoi aujourd'hui la gauche a cette puissance, cette capacité à imposer sa morale? Parce qu'elle a écrit l'histoire à son avantage, que ce soit au moment de la colonisation. Aujourd'hui, on a le sentiment que la colonisation a été une œuvre de la droite française. Or, c'était une œuvre de la gauche française républicaine universaliste. On a oublié la résistance de droite, on dirait certains d'extrême droite royaliste, qui était la première résistance au moment de la Seconde Guerre mondiale, pour ne retenir plus que celle des communistes. On a oublié d'ailleurs l'attitude de la gauche qui s'est compromise avec les indépendantistes criminels du FNL au moment de la guerre d'Algérie. Et donc, d'une certaine manière, apporter de la nuance, y compris sur le plan historique, c'est permettre de sortir de cette culpabilité et donc de ne plus raisonner dans le logiciel de la gauche. Alors, vous évoquez ce qu'on pourrait appeler la guerre culturelle, c'est-à-dire la guerre des représentations, la guerre pour forger l'univers mental à travers lequel un pays se déploie. On a beaucoup répété ces dernières années qu'il y avait une forme de basculement d'hégémonie. On disait finalement la gauche a perdu son hégémonie, la droite était capable de se faire entendre, désormais c'est elle qui dicte l'agenda. Mais est-ce que sur le fond des choses, l'hégémonie culturelle ou idéologique de la gauche, au-delà du discours médiatique, n'est-elle pas ancrée dans un appareillage institutionnel? L'école, l'université, les médias, quand même, il faut bien le dire, une partie de l'administration. Et de ce point de vue, est-ce que le pouvoir idéologique de la gauche, son hégémonie, au-delà
des évolutions électorales, au-delà de la percée de tel ou tel polémiste, est-ce qu'on ne peut pas dire que le contrôle des institutions culturelles productrices de légitimité demeure dans les mains de la gauche, quelles que soient les variantes de cette gauche? Si, très majoritairement, la gauche détient les leviers de pensée dans le pays, et pas qu'en France, hein, d'ailleurs, y compris parfois des pays où on pourrait être plus surpris. Quand je me suis rendue récemment en Hongrie ou en Pologne, l'université, le monde de l'enseignement supérieur est aussi en grande partie tenu par la gauche, donc ça n'est pas le propre des pays dont on pourrait imaginer que les gouvernements sont à gauche. Donc voilà. Donc les leviers de pensée, les médias, les cultures, l'éducation sont majoritairement à gauche, mais indéniablement, aujourd'hui, cette hégémonie est bousculée. Et d'ailleurs, le seul fait d'être bousculé suffit à créer une espèce d'hystérie générale qui les pousse parfois même à vouloir interdire la simple existence d'un pluralisme d'opinion. Aurions-nous pu avoir ce débat, vous et moi, il y a 10 ans? Je n'en suis pas tout à fait sûre. Aujourd'hui, ce débat existe, des médias comme Valeurs Actuelles existent, des écoles comme l'ICEP à Lyon, qui se veut une alternative finalement aux dérives et au sectarisme idéologique qu'on peut voir dans l'enseignement supérieur, existe et elle fonctionne. Donc tout ça est quand même la démonstration qu'il y a aujourd'hui une bataille qui a été acceptée. Voilà. Une bataille qui a été acceptée par la droite, qui n'est pas à armes égales. C'est un peu David contre Goliath, mais bon, vous savez comment finit la guerre entre David et Goliath. Vous avez évoqué tout juste les pays d'Europe de l'Est. Oui. Vous étiez de passage, je crois, en Hongrie il y a quelques jours ou quelques semaines. Est-ce que la France a quelque chose à apprendre aujourd'hui des petits pays d'Europe de l'Est? Normalement, la France se veut rarement à l'école de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Croatie, et ainsi de suite. Est-ce que la France a quelque chose à apprendre aujourd'hui de cette part de l'Europe qui est normalement vue comme retardataire ou simplement folklorique? Oui, c'est intéressant parce que quand on regarde l'histoire de la Hongrie, notamment, mais aussi de la Pologne, des histoires tourmentées, souvent prises en étau entre différents empires, que ce soit les empires russes, l'empire ottoman, l'empire allemand. Et donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est des pays qui ont vécu dans leur chair cette menace existentielle quasi permanente. Ce que n'a pas nécessairement vécu de manière aussi continue, si je peux dire, ou de manière aussi récurrente la France en ce qui concerne la métropole, même si bien sûr on a pu être envahi, mais notamment sur le plan de la colonisation islamique, on n'a pas vécu les choses de la même manière, si ce n'est jusqu'à Poitiers, mais voilà, cette menace permanente, je pense, déjà leur fait appréhender le réel différemment. Ils ont cette sentiment de vulnérabilité existentielle. La deuxième chose, c'est que ce sont des pays qui ont connu le totalitarisme. Enfin, même Orban lui-même a été un militant anticommuniste. Il l'a vécu. Il a lui-même été arrêté. Donc, si vous voulez, ce risque-là est encore extrêmement présent dans les esprits. Il me semble beaucoup plus lointain en France. Donc, c'est vrai que je pense que ce sont des pays qui sont plus viscéralement attachés à leur liberté, à leur souveraineté de ce fait-là. Ensuite, c'est intéressant parce que ce sont des pays qui sont plus petits démographiquement que la France. C'est autour de 12 millions d'habitants, par exemple, pour la Hongrie, donc c'est quasiment l'équivalent de l'Île-de-France. Et pourtant, c'est des pays qui ont su faire entendre leur voix dans le concert européen, parce qu'ils ont su, notamment avec le groupe de Visegrad, créer des alliances et donc accepter le bras de fer avec la Commission européenne pour ne pas se laisser imposer des décisions contre la vie de leur population et contre leur souveraineté. Donc il y a indéniablement un exemple dans à la fois la méthodologie, la volonté politique. Si ces pays-là arrivent à faire entendre leur voix, pourquoi la France, pays fondateur de l'Union européenne, n'arriverait-elle pas à le faire? Est-ce que pour vous, Orban peut être un exemple pour la France? De ce point de vue-là, oui. Après, vous savez, moi, en tant que je suis attachée à l'idée européenne, mais je suis attachée à l'idée européenne dans sa diversité. Donc, je pense que chaque pays a sa singularité culturelle, historique, un certain rapport à la religion. Moi, tout ce que je constate, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gouvernants d'Europe de l'Ouest qui aimeraient bien avoir les scores aux élections d'Orban. Donc, sa légitimité démocratique. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, une fois de plus, c'est cette capacité à ne pas se laisser imposer un diktat. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de regarder le deux poids, deux mesures de l'Union européenne de ce point de vue-là. On parlait récemment, de la décision de la Cour constitutionnelle polonaise qui expliquait qu'il y avait une primauté du droit polonais sur le droit européen. L'Allemagne, la Cour constitutionnelle allemande, souvenez-vous, en 2020, n'a pas fait autre chose. Lorsqu'elle a critiqué la décision de la BCE, la politique de quantitative easing, qui était censée également être anticonstitutionnelle. Eh bien, ce qui est amusant, c'est que face à cette décision
allemande, l'Union européenne a fait quelques remontrances, mais bon, ça n'est pas allé plus loin. Face à la Pologne, elle agite le spectre de sanctions extrêmement graves et extrêmement lourdes. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose de très politique et que, en réalité, l'Union européenne est passée d'un projet démocrate-chrétien à un projet idéologiquement de gauche radicale progressiste, et que de ce fait-là, ils sont dans un combat politique et que les pays qui idéologiquement ne rentrent pas dans ce moule sont combattus et menacés. Sauf que, dommage pour eux, ces petites nations, comme on dit, qui ne sont pas si petites que ça, elles ne se laissent pas faire. Arthur de Vatrigan. Alors justement, la question, c'est est-ce que toutes ces questions que vous soulevez, ces problèmes que vous soulevez, peuvent être résolus avec les outils qu'on a actuellement, que ce soit les outils juridiques français ou européens. En gros, est-ce qu'on peut résoudre tous ces problèmes sans faire un Frexit, sinon juridique, au moins symbolique, sur toutes les questions de liberté, d'identité et de souveraineté? Alors ce qui est amusant, parce qu'on parlait à l'instant du drame, de la primauté, de la décision de la Cour constitutionnelle polonaise, mais en réalité, il n'en est pas autre chose sur le plan français. C'est-à-dire que le Conseil d'État, en juin dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça, rappelait la primauté de la Constitution sur le droit européen, dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel français. Mais le Conseil constitutionnel français, de manière très amusante, en fait, explique que si le droit européen est supérieur, c'est uniquement parce que la Constitution le permet, donc ça veut dire que la Constitution est supérieure. Et ces cours se débrouillent de manière générale pour toujours se contorsionner, pour qu'il n'y ait jamais de contradiction entre les deux. Donc en fait, dans notre droit interne, la Constitution est censée être supérieure. Là où vous avez raison, c'est que nous sommes aujourd'hui, si nous devons rester dans le fonctionnement actuel de l'Union européenne, dans l'application actuelle des traités, dans la jurisprudence actuelle de la Cour de justice de l'Union européenne qui interprète très largement les textes, nous avons des marges de manœuvre relativement réduites sur un certain nombre de sujets. Pas systématiquement, parce que même en matière d'immigration, indépendamment de la question de l'espace Schengen, qui est un vrai sujet, il ne tient qu'à nous de pouvoir accorder, par exemple, moins de visas, qui sont les premiers leviers en fait d'immigration clandestine. Il ne tient qu'à nous de durcir nos conditions de naturalisation. Il ne tient qu'à nous de supprimer ce qu'on appelle les pompes aspirantes de l'immigration, c'est-à-dire un certain nombre d'aides sociales, de facilités sociales qui évidemment encouragent l'immigration légale ou même illégale. Donc il y a quand même des marges de manœuvre. Néanmoins, ne nous leurrons pas, il est absolument indéniable que s'il n'y a pas, de la part de la volonté de la France, un souhait de réorienter cette Union européenne ou tout du moins d'obtenir un certain nombre d'avenants au traité pour pouvoir défendre ses intérêts sur un certain nombre de sujets, il sera extrêmement compliqué de pouvoir radicalement, si vous voulez, changer de politique. En premier lieu sur le commerce extérieur, qui est une compétence exclusive de l'Union européenne, et manifestement dans laquelle elle ne souhaite pas défendre à minima le marché européen de la concurrence étrangère, en particulier évidemment de la concurrence chinoise ou des pays d'Afrique du Nord. Je me permets de vous ramener sur la politique française un instant, sur la vie des jours présents, donc autour du phénomène Zemmour, qui, pour l'instant, à tout le moins c'est ainsi que je le comprends, construit sa candidature, sa crédibilité en plaçant au cœur de son projet la question de l'identité, la question de l'immigration, la question de la mutation démographique française, et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il réintègre ici les thèmes que la droite populiste, je ne sais pas comment l'appeler exactement, donc le RN, avait laissé de côté ces dernières années dans l'espoir d'une grande alliance des populistes, cette espèce de flirt qu'il y avait pu avoir entre d'un côté le fantasme d'un flirt entre le RN et la France insoumise, dans une insurrection anti-européenne. Est-ce que de ce point de vue, la question identitaire n'est pas politiquement beaucoup plus clivante et beaucoup plus politiquement efficace aujourd'hui que la volonté de porter le clivage populiste comme ça a été fait ces dernières années? Alors, je ne sais pas s'il y a eu un abandon de ces thèmes. Je ne crois pas de la part du Rassemblement national. Je ne pense pas que ce soit ça, mais je pense qu'il y a eu une volonté d'en édulcorer la présentation. Voilà, je me souviens, à l'époque où j'étais députée, je m'étais fait tirer les bretelles parce que j'utilisais le terme grand remplacement. Qui manifestement était un terme qui contribuait à la diabolisation, donc il fallait absolument ne pas l'employer. Et je m'étais aussi fait tirer les bretelles parce que j'avais dit, parce que vous m'avez posé la question, que oui, j'étais française de souche, qui me paraît pas un gros mot, puisqu'on peut être français d'origine sénégalaise ou française d'origine française, ça arrive aussi. Donc on voit bien qu'en fait, c'était pas tellement un reniement sur le fond, mais je pense que c'était une volonté. Oui, c'est ça, d'édulcorer pour apparaître plus respectable. Je pense que ça a été un peu cette logique aussi qui a prévalu quand on a expliqué qu'on ne quitterait pas la Cour européenne des droits de l'homme, alors que c'est vrai que
Quand on regarde aujourd'hui la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, on se rend compte que c'est une jurisprudence absolument délirante qui met à mal les intérêts français. Donc la question devrait pouvoir se poser parce qu'évidemment, politiquement, c'est toujours délicat et on pourrait présenter cela comme finalement une critique des droits de l'homme en général. Donc je crois que finalement, à une époque où on est dans une forme de radicalité, c'est-à-dire radicalité au sens un retour aux racines, mais une radicalité du discours parce que les problématiques auxquelles nous sommes confrontés sont radicales, sont terribles, sont des questions de survie culturelle, civilisationnelle. Eh bien, je pense qu'en fait, il n'est plus temps de chercher à édulcorer son discours et qu'il y a une prime à la parole directe, à la parole franche, à la parole assumée, aux gens qui ne reculent plus, voilà, et qui du coup révèlent un tempérament. Et je pense que d'une certaine manière, à travers les mots, on révèle aussi un tempérament, et les gens attendent un tempérament qui soit à la hauteur de l'enjeu. Je creuse sur cette question donc, de l'identité, de la démographie. Il y a quelques semaines, une étude de France Stratégie est parue et qui parlait d'une véritable mutation démographique sur l'ensemble du territoire français. François Hollande, qu'on ne peut pas soupçonner de complaisance pour la droite populiste, a déjà parlé d'une partition ethnique du pays, d'une manière ou de l'autre. Est-ce que vous craignez que d'ici quelques années, si la tendance ne s'inverse pas, et je ne dis pas dans un siècle ou deux, d'ici quelques décennies, on se retrouve dans une situation de partition ethnique objective telle du pays que la France doive consentir, en fait, à vivre dans cette espèce de dédoublement de la souveraineté, dédoublement de l'identité sur son propre territoire? Est-ce que vous prenez au sérieux une telle hypothèse que Zemmour appelle, je crois, la libanisation? Alors moi, je crois que la partition de fait, elle existe déjà, enfin, dans ce qu'on appelle les zones de non-droit, ou en tout cas celle des droits des caïds ou des islamistes, où il y a une forme de sécession culturelle qui s'est mise en place. On est face à une forme de partition. Alors de là à dire... à aller jusqu'à une indépendance de ces territoires ou une autonomie de ces territoires, on n'y est pas encore. Si tel était le cas aujourd'hui, indéniablement, l'État central français aurait le dessus et nous gagnerions ce qui pourrait s'apparenter à une guerre civile. Néanmoins, on ne peut pas écarter totalement l'hypothèse. Vous savez, c'est la démographie qui fait l'histoire dans le monde. Il suffit de remonter pas très loin, 98, 99, pas si éloigné de nous. On voit bien au Kosovo, ce pays majoritairement serbe orthodoxe, dont l'un des territoires a été sur plusieurs décennies de plus en plus habité par des Albanais musulmans, a perdu ce territoire. Alors certes, la différence notable et grande différence avec nous, c'est que nous ne sommes pas limitrophes d'un pays qui voudrait annexer une partie de notre territoire. Et puis a priori, l'OTAN ne va pas nous bombarder pendant plusieurs dizaines de jours pour empêcher l'État central de réagir. Mais néanmoins, quand vous voyez la dynamique démographique, vous l'avez rappelé à l'instant, un tiers des enfants en France qui naissent d'au moins un parent extra-européen, et ce chiffre est sous-estimé parce qu'il ne compte pas les 3e ou 4e générations, il est absolument évident qu'à un moment donné, si sur des territoires, vous avez une immense majorité ou exclusivité de la population qui vit selon des mœurs étrangères, selon une religion étrangère, il y aura probablement des aspirations à vivre à côté de la nation française. Après, je précise, je reviens juste là-dessus 2 secondes, parce que quand on parle d'identité, on a souvent tendance à limiter ça à la question de l'immigration et de l'islam. Moi, je pense que c'est important de dire que les personnes qui se battent pour l'identité ne s'enferment pas dans ce sujet-là. C'est-à-dire que l'identité, c'est un être au monde, c'est un certain rapport au monde. Et quand on parle, par exemple, parce qu'à chaque fois on est attaqué là-dessus, parce que soi-disant ce seraient des sujets qui seraient minoritaires, donc il ne faut pas s'en occuper. Quand on parle des sujets de bioéthique, quand on s'oppose, par exemple, à la marchandisation de l'être humain, à la gestation pour autrui, à la loi qui permet maintenant les embryons chimères, mi-homme, mi-animal pour la recherche médicale, d'une certaine manière, on défend une singularité culturelle qui est la nôtre, c'est-à-dire une certaine lecture de la dignité humaine, qui sont héritées, entre autres choses d'ailleurs, de notre héritage chrétien, qui n'est pas le même que les Chinois ou que les Indiens. Et donc je considère que s'emparer de ces sujets et défendre aussi le point de vue français, le rapport au monde français, le rapport à l'homme, à la dignité humaine dans ces sujets, c'est aussi d'une certaine manière un combat pour notre identité et pour la survie de notre singularité en tant que nation. Je reviendrai sur ces sujets juste dans un instant parce qu'ils sont essentiels, mais vous avez évoqué la question de l'assimilation des populations issues de l'immigration.
J'entends plusieurs personnes dire qu'il faut en revenir à l'assimilation, qu'elle est essentielle, qu'elle est vitale. Mais est-ce que les conditions sociologiques et culturelles et démographiques aujourd'hui de l'assimilation existent encore, ou est-ce que l'assimilationnisme n'est plus qu'un discours accroché à une époque qui ne correspond plus à la réalité présente? Alors, je vais vous donner une réponse insatisfaisante. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'assimilation... Moi, je crois en l'assimilation. Enfin, je crois au principe de l'assimilation. J'ai vu des personnes, je vois encore des personnes s'assimiler. Donc, je pense que c'est quelque chose de tout à fait à la fois souhaitable et possible. Néanmoins, je suis d'accord avec vous. Je pense que pour s'assimiler, il faut s'assimiler à quelqu'un, il faut s'assimiler à quelque chose. Donc déjà, il faut s'assimiler à quelqu'un, donc à un peuple référent. Donc pour ça, encore faut-il le fréquenter, ce peuple historique référent. Or, dans beaucoup de quartiers, ceux dont on parlait, eh bien, très souvent, ils sont minoritaires. Donc évidemment, ils ne sont plus la norme à laquelle on se raccroche et dont on va évidemment reprendre les habitudes, les mœurs. Et puis, il faut s'assimiler à quelque chose, c'est-à-dire à une civilisation, à une culture, à une histoire. Or, indéniablement, Emmanuel Macron lui-même, pendant sa campagne, expliquait qu'il n'y avait pas de culture française. Donc il y a une volonté depuis des décennies de la part des gouvernants de nier cette culture française. Et quand ils ne la nient pas, ils ne la défendent pas, de parfois même la diaboliser, et de résumer l'histoire de la France finalement à une histoire de collabos et de honteux colonisateurs. Donc c'est vrai que pour moi, et puis il y a le nombre tout simplement qui est évidemment la donnée. Donc c'est vrai que les conditions de l'assimilation aujourd'hui m'apparaissent extrêmement difficiles pour qu'elles puissent mettre en œuvre. Et je ne suis pas sûre malheureusement que ce soit une réponse magique. Néanmoins, le problème c'est quelle alternative ? Quelle alternative avons-nous ? Aucune. Pour ceux qui sont ici et qui sont français, voilà, alors je ne parle pas de l'immigration illégale, je ne parle pas de l'immigration légale étrangère, je ne parle pas de toutes les marges de manœuvre que nous aurions, y compris à l'égard de ceux qui sont nés en France et qui, je le rappelle, ne sont français qu'à partir de 18 ans et à qui on pourrait refuser la nationalité française si leur casier judiciaire n'est pas vierge. Donc il y a des marges de manœuvre pour tout cela. Mais pour tous ceux qui sont français, il n'y a pas d'autre alternative que d'essayer cela, parce que si on n'essaye pas cela, c'est quoi alors ? C'est la partition et c'est la guerre civile. Donc oui, ça ne sera probablement pas magique, ça ne sera probablement pas facile, et c'est probablement une réponse qui, c'est vrai, est une réponse à contre-temps, puisque je ne crois plus malheureusement que l'idéal républicain universaliste continue d'être un modèle qui soit un modèle aimé et aimable, surtout face à l'appel évidemment d'identité comme celle que propose aujourd'hui l'islam, qui à travers l'identité islamique, parce qu'au-delà de la spiritualité, l'identité apporte une communauté, des solidarités, apporte une estime de soi, un cadre, des normes, des objectifs. Donc la question, ça va être maintenant comment on peut réenchanter le rêve français pour que ces jeunes-là, ces personnes-là se disent finalement il est bon et souhaitable d'être français. Est-ce qu'une des forces de la France pour l'assimilation, paradoxalement, ce n'est pas votre famille de pensée, mais c'est l'existence de cette gauche républicaine qui s'oppose à toutes les dérives woke et ainsi de suite, s'oppose au multiculturalisme et qui, au-delà des récits familiaux, au-delà du fait que chacun n'a pas la même lecture de l'histoire de France, partage beaucoup d'analyses probablement avec ce qu'on appelle la droite conservatrice, populiste et ainsi de suite. Donc une espèce de fond commun programmatique que vous auriez avec la gauche républicaine. Il n'y a qu'un problème, c'est que pour moi, les décoloniaux, les indigénistes... C'est pas eux que je faisais référence. Non, pas du tout, mais absolument. Mais en fait, sont les enfants monstrueux des antiracistes, de SOS Racisme et de cette gauche républicaine. C'est-à-dire que c'est terrible, mais en fait, j'ai le sentiment que toute cette nouvelle génération woke qui est en train d'arriver est en train de dévorer les parents qui ont permis leur existence, sur fond d'américanisation latente par ailleurs. Mais c'est vrai qu'en fait, ils se retournent contre leurs parents. C'est parce que cette gauche républicaine a parfois aussi cherché à combattre l'identité chrétienne de la France, à diaboliser l'héritage historique français, à critiquer ou criminaliser ceux qui défendaient le patriotisme comme une forme de repli sur soi, qu'elle a permis l'émergence de ce ressentiment sur lequel prospèrent finalement ces indigénistes, ces décoloniaux, ces racistes anti-blancs, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est vrai qu'il y a une prise de conscience de cette gauche aujourd'hui, j'en suis très heureuse. Peut-être serait-il temps qu'elle se rende compte que l'universalisme qu'elle défend, en réalité, n'a rien d'universel. Que l'universalisme de la gauche républicaine, c'est vraiment une singularité culturelle française. C'est vraiment un truc de français. Et donc que quand cette gauche républicaine, en fait, elle défend l'universalisme, elle mène un combat identitaire d'une certaine manière. Et donc, très bien,
menons ce combat identitaire ensemble, moi j'ai pas de problème. Le souci, c'est que même face aux menaces que nous rencontrons, de vieux réflexes perdurent et une stigmatisation quand même est encore opérée de leur part. Pour conclure, Mathieu. Une question politique pour finir. Votre camp, quel que soit son représentant, je ne vous demanderai pas de trancher ce soir, Merci. vous ne me répondriez pas. Quel que soit son représentant, à quelles conditions votre camp peut-il l'emporter en 2022 et à quelles circonstances pourraient le condamner à la défaite? C'est une vaste question. Je pense, peut-être y a-t-il déjà la question de la division des candidatures. Je ne vais pas m'avancer, mais c'est vrai qu'il est évident qu'en ayant 2 candidatures plutôt qu'une, ça ne facilite pas les choses. Quelqu'un devrait se retirer? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que peut-être faudra-t-il se poser la question à un moment donné de savoir qui est le mieux placé. Voilà, bon, ça, la campagne, le temps le dira, mais il est évident qu'en ayant 2 candidatures, les choses m'apparaissent un petit peu plus compliquées. Je crois surtout que si ce camp veut gagner, il y a absolument un impératif à avoir qui est celui de préparer dès la campagne la manière dont le pays sera gouverné. Ça veut dire qui vous allez mettre au poste stratégique dans l'administration, à la DGSE, à la DGSI, dans les grandes ambassades, dans les services de l'État stratégiques, dans les cabinets, à l'Europe, à la Commission. Voilà. Et ça, c'est vrai que non seulement la droite, de manière générale, n'a pas ce réflexe et cette méthodologie, et par ailleurs, quand elle arrive aux affaires, a des scrupules à mettre en place des gens qui soient en phase avec la politique qu'elle doit mener sur fond de légitimité populaire. Ce dont la gauche ne se gêne absolument pas, et ce dont Emmanuel Macron ne s'est pas gêné, lui qui a fait un grand balayage au sein des administrations pour faire une belle administration macroniste. Et dans ce camp, juste sans donner de nom, bien sûr, est-ce qu'il y en a déjà un candidat ou une candidate qui se dégage, d'après vous? Sans Du proposition. coup, je ne vous répondrai absolument pas. Vous l'avez dit. Non, mais j'essaye au moins. Merci beaucoup d'être Bien venu, essayé. Marion Maréchal, sur ce plateau ce soir. Il faut en parler. Revient bien sûr le week-end prochain, 20h-21h avec Mathieu Bock-Côté. En attendant, le replay, c'est sur cnews.fr et sur l'ensemble des supports. Merci, bonsoir.